Voici l'essentiel du chapitre 12 de programme de première spécialité de physique-chimie. On parle du mouvement du système et on va commencer par un rappel de la classe de seconde sur le vecteur vitesse. Voici un document chronoponctué. Donc on voit 8 points qui nous servent à matérialiser la trajectoire du mouvement du système. Et donc le mouvement chronoponctué, il a comme particularité, c'est que les différents points qui apparaissent ici ont été obtenus à intervalles de temps réguliers. Cet intervalle de temps est noté delta t en général. Si l'on veut déterminer le vecteur vitesse en un point donné, noté ici VI, I pouvant prendre la valeur de 1 à 8, eh bien, il faut connaître les différentes caractéristiques de ce vecteur pour pouvoir le dessiner. Tout d'abord, la direction. Elle est tangente à la trajectoire. Le sens est celui du mouvement. La norme d'une vitesse se détermine en divisant une distance. Donc ici, la distance entre le point qui m'intéresse et le point d'après. Le i plus 1 veut bien dire qu'on va aller voir le point d'après. Et je divise par l'intervalle d'instant entre le point et le point suivant. Et donc cet intervalle, j'ai dit, on le notait delta t. Il est donné dans l'énoncé, ce delta t en général. Et pour ce qui est du point de départ du vecteur, quand on va le tracer, eh bien c'est le point qui m'intéresse. Un exemple concret, si je veux déterminer la vitesse au point 2, que j'ai noté V2, eh bien je divise la distance entre M2 et M3 que j'obtiens par mesure sur le graphique. Alors éventuellement on tient compte d'une échelle du dessin et je divise par la durée delta t qui est fournie dans l'énoncé. Donc maintenant que je connais la valeur de cette vitesse, je pars du point 2 pour tracer le vecteur, tangent à la trajectoire, dans le sens du mouvement, donc globalement vers la droite, et la longueur du vecteur dépend de la valeur V2 que j'ai calculée, mais aussi de l'échelle des vitesses qui elle aussi sera fournie dans les exercices. Donc tout ça, ça a déjà été vu en classe de seconde. Maintenant, nous allons voir une évolution, c'est-à-dire que le vecteur vitesse au cours du mouvement peut varier. Et donc, comment va-t-on exprimer cette variation du vecteur vitesse qui nous permet de comprendre et de matérialiser l'évolution du mouvement? Donc, le vecteur variation de vitesse se note avec ce signe delta, qui de manière générale signifie variation, et correspond mathématiquement à une soustraction. Donc on va soustraire deux vecteurs, le vecteur à l'instant après, VI plus 1, moins le vecteur à l'instant qui m'intéresse, VI. Donc le delta V entre ces deux instants se calcule en faisant VI plus 1 moins VI. Je reprends le même exemple que tout à l'heure, donc voici le même document chronoponctué avec le vecteur V2 que l'on avait obtenu. Ici, je vais chercher à quoi est égal le delta V du point 2 au point 3. Je l'obtiens donc en soustrayant V3 moins V2. Il me faut donc, dans un premier temps, tracer le vecteur V3. Donc avec la même méthode que l'on a vue pour V2, j'obtiens le vecteur V3 avec une direction qui n'est pas tout à fait la même, le sens globalement le même, et la norme qui est un petit peu plus faible, puisqu'on voit que entre le point 2 et le point 3, on est bien sur une phase de ralentissement. Donc maintenant, comment dessiner, comment construire ce vecteur delta V 2, 3? Eh bien, la soustraction est en fait une addition un peu cachée, c'est-à-dire que V3 moins V2, c'est égal à V3 plus moins V2. À l'extrémité du vecteur V3, je vais additionner l'opposé du vecteur V2, comme ceci. Et donc, à quoi est égal le delta V 2, 3? Je pars du début du vecteur V3, et je termine ici à l'extrémité du vecteur moins V2. Donc voici le vecteur delta V de 3. Alors à quoi me sert la construction de ce vecteur delta V de 3? Eh bien ça va me permettre d'établir un lien entre le mouvement et l'évolution du mouvement, qui est donc ce vecteur delta V, et ses causes. Et les causes du mouvement, ce sont les forces. Cette loi fondamentale qui relie les causes du mouvement et l'évolution du mouvement, les conséquences en quelque sorte, c'est une loi fondamentale qui s'appelle la deuxième loi de Newton. En classe de première, on ne la voit pas de manière définitive, ce sera en fait en terminale, mais pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que la somme des forces qui s'exercent sur un système est égale au produit de la masse du système par la variation du vecteur vitesse divisé par la durée considérée. Et ainsi, on peut dire que les vecteurs somme des forces et les vecteurs delta V sont collinéaires et de même sens. On a une relation ici de proportionnalité, de collinéarité, et comme le coefficient de proportionnalité
m sur delta t est positif, on a bien ces vecteurs qui ont le même sens. Et si on veut calculer, eh bien on a la même relation mais sans les vecteurs, mais cette fois on accédera à la norme de la somme des forces ou à la norme du vecteur delta v par exemple. Deux remarques pour terminer. Plus la masse est élevée, d'après la relation qui est écrite précédemment, plus la valeur de la somme des forces doit être élevée pour faire varier le vecteur vitesse. Autrement dit, si on veut que delta v soit le même, si on veut que l'évolution du mouvement soit la même, si m est plus grand, eh bien il va falloir appliquer une somme des forces qui est plus grande. C'est relativement logique. Deuxième conséquence qui est en fait un peu le contraire de ce que je viens de dire, toujours à masse plus élevée, eh bien à somme des forces identiques, c'est-à-dire que si on applique toujours la même force, eh bien la variation du vecteur vitesse dans ce cas sera plus faible.